m'appelle Isabelle Guérin, je suis socio-économiste. Socio-économiste, c'est-à-dire que j'ai une formation en économie, mais j'ai l'intime conviction que les pratiques économiques sont indissociables du contexte politique, socio-culturel, et que si on veut comprendre l'économie, il faut absolument tenir compte de cette imbrication avec les questions sociales, culturelles, politiques. Je suis directrice de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, qui est un institut de recherche public spécialisé sur les questions dites de développement. La particularité de cet institut étant d'avoir des représentations dans un grand nombre de pays du monde. Et dans mon cas, j'ai passé plusieurs années en Inde, où j'ai une large partie de mes travaux s'appuie sur des enquêtes de terrain que j'ai menées en Inde. J'ai aussi travaillé au Sénégal, en France, au Mexique, en République dominicaine, au Sénégal, au Maroc. Tout ceci dans une perspective comparative et avec l'idée que, même si le cœur de mes travaux s'appuie sur le contexte indien, la comparaison est véritablement une manière une méthode permettant de saisir les processus de construction de l'économie. Voilà, j'insiste beaucoup sur le fait que c'est à la fois la particularité de l'IRD et la particularité d'une approche socio-économique, l'importance absolument fondamentale des enquêtes de terrain. Alors, tout ce que je vais vous raconter là se nourrit d'enquêtes de terrain utilisant différentes méthodes, que ce soit des enquêtes très qualitatives de type ethnographique, basées sur l'observation participante, l'immersion de longue durée dans des territoires, des histoires de vie, permettant véritablement de saisir toute la dimension non économique des pratiques économiques, qui me semble vraiment essentielle à la fois pour comprendre la violence des processus de globalisation actuelle, mais aussi réfléchir, parce que c'est vraiment les deux composantes de mes travaux peuvent se résumer de cette manière-là. La manière dont les processus de financiarisation et de globalisation engendrent, renouvellent les processus les questions d'inégalité, de domination, d'exploitation. C'est la première composante de mes travaux. Deuxième composante, l'idée qu'il y a des innovations qui se mettent en place ici et là, qui sont souvent invisibles, parce qu'on n'a pas les bonnes catégories pour les regarder, mais que le rôle de la recherche, c'est aussi de réfléchir à un monde meilleur, et que réfléchir à ce monde meilleur, c'est aussi être attentif à toutes les innovations, aussi infimes et aussi minces soient-elles, mais qui permettent de réfléchir ensemble à un monde plus démocratique et plus juste. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de microfinance. Et dans le temps qui m'a été proposé, je vous propose d'évoquer deux choses. La première, c'est les dérives que connaît le secteur aujourd'hui de la microfinance. Et dans un deuxième temps, vous proposer un certain nombre de pistes permettant de penser la microfinance dans une perspective solidaire, permettant, j'ose espérer, de lutter contre toutes les dérives qu'elle connaît aujourd'hui. Alors peut-être pour commencer, la microfinance, qu'est-ce que c'est? C'est des services de microcrédit, c'est ce dont on parle le plus souvent, mais c'est aussi de l'épargne, c'est aussi de l'assurance, c'est aussi des transferts de fonds pour les migrants. Alors aujourd'hui, moi je vais surtout vous parler de microcrédit, puisque c'est ce dont on parle le plus. Alors j'évoquais tout à l'heure les dérives de la microfinance. Il y en a un certain nombre, je vais me limiter à en évoquer deux principales. La première, c'est le mythe selon lequel la microfinance peut créer de l'emploi et lutter contre la pauvreté. Là, toutes les analyses que j'ai menées avec des collègues dans différents pays du monde montrent de manière extrêmement claire et extrêmement convaincante que cela ne marche pas. Ça ne marche pas pour quelles raisons? La première, c'est que, contrairement à une idée très souvent répandue, les populations pauvres ne sont pas toutes capables de se transformer en entrepreneurs. Il y en a quelques-unes, certainement, mais dans la grande majorité des cas, cela ne fonctionne pas pour plusieurs raisons. La première, ce sont des
des limites au niveau individuel. Créer une petite entreprise, même une toute petite entreprise, ça suppose du crédit peut-être, dans un certain nombre de cas, et encore, mais ça suppose aussi des compétences, ça suppose un savoir-faire, ça suppose des réseaux sociaux qui sont absolument fondamentaux pour accéder à des clients, pour accéder à des fournisseurs, pour accéder à l'information, etc., etc. Autre limite fondamentale dans la création d'entreprise, c'est à un niveau méso ou macro, c'est l'absence ou l'insuffisance de demande locale. Vous avez beau avoir un entrepreneur tout à fait ingénieux et débrouillard, si en face de lui il n'y a pas de clients, cela ne marche pas. Limite aussi en termes de fonctionnement des marchés, qui sont généralement, dans un certain nombre de cas, contrôlés par un nombre limité d'acteurs qui contrôlent l'ensemble de la chaîne de valeur. Ce qui fait qu'un entrepreneur isolé a beaucoup de mal à avoir une influence sur les prix, a beaucoup de mal à accéder aux matières premières, etc., etc. Donc il y a vraiment ces deux limites fondamentales qui font que imaginer que le microcrédit puisse transformer des populations démunies en entrepreneurs et donc créer des emplois et lutter contre la pauvreté, c'est un mythe absolu qu'il faut absolument dénoncer. Et d'ailleurs, ce qu'on observe en pratique, c'est qu'un grand nombre de ces microcrédits sont en fait utilisés pour de la consommation. Deuxième dérive qu'il faut absolument dénoncer concernant le microcrédit, c'est l'idée selon laquelle l'offre de microcrédit pourrait se faire de manière, dans une perspective marchande. Marchande, c'est-à-dire une régulation par les prix, un équilibre entre recettes et dépenses, et une régulation aussi par la concurrence. Là aussi, un certain nombre d'études menées dans différentes régions du monde montrent que c'est un mythe absolu d'imaginer qu'on puisse à la fois offrir des services de qualité et obtenir une pérennité financière. C'est un mythe absolu qui est aujourd'hui complètement répandu et qui a comme effet pervers, des taux d'intérêt qui sont relativement élevés, et qui exacerbent encore plus les difficultés que j'évoquais tout à l'heure dans la manière dont les populations peuvent créer des entreprises. Une compression des coûts qui font que les agents de crédit se retrouvent à gérer un énorme nombre de clients, ce qui est complètement incompatible avec une offre de qualité. Cela se traduit aussi par une concurrence effrénée entre organisations qui vont s'agglutiner dans certaines régions alors que d'autres seront désertées. Cela se traduit aussi par une tolérance zéro en matière de remboursement, ce qui est complètement catastrophique, puisque dès que les populations, les clients ont du mal à rembourser, les organisations de microfinance vont déployer tout un tas de techniques s'assurant des remboursements, que ce soit en termes de pression sociale, que ce soit en termes de saisie de biens, que ce soit en termes de... une autre technique relativement répandue, c'est finalement l'addiction au crédit. On s'endette ici, on a du mal à rembourser, donc on s'endette ailleurs, avec une espèce de boule de neige qui se met en place, et une véritable spirale infernale de surendettement. Donc vous voyez bien qu'on est très très loin de l'idée selon laquelle le microcrédit pourrait lutter contre la pauvreté. Alors tout ceci étant dit, qu'est-ce qu'on fait ? Certains plaident pour l'arrêt de la microfinance, du microcrédit. On vit dans un monde aujourd'hui où les gens ont besoin de services financiers, qu'on le veuille ou non. Donc il me semble qu'on n'a pas le choix. Il faut réfléchir à une manière de mettre en place ces services dans une perspective solidaire. Et c'est possible, c'est compliqué, mais c'est possible. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Il y a une vraie nécessité de réfléchir à la manière de mettre en place ces services dans une perspective solidaire. Perspective solidaire, ça veut dire quoi ? Plusieurs éléments qu'on peut évoquer. Perspective territoriale, qui me semble absolument déterminante. Arrêter d'imaginer qu'on peut lutter contre la pauvreté en soutenant l'entrepreneuriat individuel, mais véritablement adopter une perspective un objectif de redynamisation des économies locales, ce qui devrait permettre en partie de limiter les dérives que j'ai évoquées tout à l'heure en matière de saturation du marché, ce qui veut dire un diagnostic le plus précis possible de l'ensemble des potentialités qu'il peut y avoir au niveau d'un territoire local, ce qui veut dire aussi un diagnostic sur les services financiers qui existent déjà et réfléchir à la manière dont la microfinance peut entrer en complémentarité avec les services qui existent déjà. Autre élément
absolument fondamentale, c'est dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, arrêter de penser que le marché peut réguler l'offre de ces services et réfléchir en termes de pluralité de pratiques économiques et articuler une perspective marchande qui peut tout à fait être légitime, mais à condition qu'elle soit articulée avec d'autres types de pratiques économiques, en particulier une logique de redistribution permettant de mettre en place des prix justes et supportables par les clients. Et puis une logique de réciprocité qui permette d'assurer une certaine qualité de la relation avec les clients. Autre élément fondamental, toujours dans cette perspective territoriale, une proximité qui soit non seulement physique, mais qui soit aussi sociale et culturelle, puisqu'on observe que le rapport à la dette et à la finance a aussi une composante sociale et culturelle qui est extrêmement forte et qui dépend étroitement des contextes locaux. Dernier élément qui me semble absolument essentiel, aujourd'hui une dérive forte de cette croyance dans la capacité du marché à réguler l'offre de services, le partage des risques. Et là, la microfinance aujourd'hui ne fait que refléter en fait ce qu'on observe à une échelle beaucoup plus macro, le pouvoir absolu des créanciers par rapport aux débiteurs, qui se traduit par cette tolérance zéro que j'évoquais tout à l'heure. Une microfinance ne peut être solidaire que si elle accepte de partager les risques. Et ça me semble absolument fondamental d'insister là-dessus. Voilà, ce qui veut dire repenser toute la manière dont ces services sont financés, la manière dont ces services sont la gouvernance des services qu'on met en place. C'est compliqué parce que ça suppose de lutter contre tout un tas de préjugés, etc. Mais c'est, à mon sens, la seule manière d'offrir des services qui soient véritablement légitimes et qui permettent d'améliorer le quotidien des populations auxquelles on s'adresse. Voilà. Merci.